Dans ma dernière vidéo sur le Codex World Eaters, on a pu découvrir donc l'ensemble des détachements ainsi que des stratagèmes. Je vous propose aujourd'hui de jeter un œil sur ma petite tier list de toutes les unités qui forment donc l'armée World Eaters. Salut les roommates, ici c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va parler des unités donc du Codex World Eaters, l'un là aussi de mes chapitres préférés et de mes armées préférées de Warhammer 40 000. Gardez en tête que c'est un classement effectué par mes soins et que ça va dépendre de plein de paramètres différents, notamment les datasheets en elles-mêmes, c'est-à-dire ce qu'elles sont capables de faire, ou encore leur coût en points, parce que bien évidemment si quelque chose est extrêmement fort mais que ça coûte 500 points, c'est à reconsidérer, et là aussi la manière dont on va le jouer, et c'est-à-dire dans quel détachement on va jouer ces unités-là. Et bien évidemment, mon chat m'envahit comme d'habitude dès que je me mets à travailler. Mon classement et ma manière de penser ne sont donc pas universels. Ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de tester des choses pour vous en rendre compte aussi par vous-même. Parfois, certaines choses que je vais qualifier de mauvaises ou pas terribles peuvent, dans certains modes de jeu et dans certains détachements, dans certaines manières de jouer, devenir beaucoup plus forts. Et à l'inverse, des choses que je vais dire qui sont auto-incluses dans vos armées, qui peuvent être très forts, s'ils sont joués d'une manière particulière ou mis dans un détachement qui ne leur va pas vraiment, et ça va devenir beaucoup moins fort. Partez du principe que ce que je vous donne, c'est des pistes de réflexion pour vous, que vous puissiez personnellement tester ensuite sur le champ de bataille les unités qui vous plaisent, etc. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, on met un petit pouce bleu sous la vidéo, on me rédige son meilleur commentaire et pourquoi pas sa tier list aussi des unités World Eaters, ce qui vous plaît, ce que vous trouvez super fort, ce que vous trouvez super nul, pour qu'on puisse comparer ça tous ensemble dans les commentaires. N'hésitez pas à suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous abonner, vous activez la cloche, comme ça vous recevez toutes les notifications en temps réel de toutes les sorties vidéo. Zelda, tu me saoules, allez, vas-y, descends. Sachez que si vous voulez échanger avec moi en direct, ça se fait tous les lundis soirs puisque je live à partir de 20h30 sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour ceux qui auraient raté l'information, j'ai, il y a quelques semaines de ça, perdu l'accès au profil Instagram de la chaîne. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à vous abonner au nouveau. On va essayer de reprendre à zéro, puisqu'on n'arrive absolument pas à récupérer l'admin de cette page Instagram. N'hésitez pas à y aller faire un tour, ça aide beaucoup le studio bien évidemment. Elle ressemble à quoi cette tier list? On va commencer comme d'habitude par la fin, et la fin ça donne quoi? La fin ça donne donc le tiers que j'ai appelé même pas avec un bâton. C'est des unités sur lesquelles je vais pas passer en détail parce que c'est assez obvious à l'heure actuelle au niveau de leur gameplay. On retrouve dans ce tiers le Métadrak, donc le volant World Eaters. Vous retrouvez aussi le maître des crânes, le Lord of Skull, ainsi que le Defiler. Je me rappelle plus de son nom en français, je crois que c'est le Profanateur maintenant. Donc vous avez la possibilité bien évidemment de jouer ces figurines, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais selon moi, dans un mode de jeu, on va dire égal, où on joue des modèles de table, etc., ça devient assez compliqué à justifier. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ces unités-là, déjà elles sont énormes, rien que pour ça en fait ça les met pour moi dans ce tiers là, c'est parce que c'est très compliqué de les déplacer sur la table, ne serait-ce que de les poser, parfois de les déployer, ça va être une galère. Le Lord of Skull par exemple est une figurine vraiment gigantissime qui coûte en plus 505 points, ça veut dire que c'est le quart de votre armée si vous jouez au format donc de 2000 points, c'est quand même énorme, même si c'est une figurine qui a une save à 3, une invue à 5 et 24 points de vie, c'est une figurine que vous allez quand même voir tomber, même si elle a aussi 13 d'endurance, elle a une flopée d'armes de tir différentes que l'on peut équiper de différentes manières, elle tape aussi au corps à corps, 18 attaques au maximum de force 8, PA-2, dégâts 2, c'est rigolo bien évidemment, ça explose de D6 plus 2, bon, c'est un véhicule titanique qui se joue éventuellement dans un détachement qui est rigolo, on va dire, le détachement qui vous permet en fait de jouer beaucoup de jackals, donc de multiplier les petites unités de beaucoup de figurines, accompagnées de grosses figurines pour leur donner des bonus. Maintenant, je trouve que c'est difficile à justifier dans des listes d'armées, que ce soit le Lord of Skull, ou le Defiler, ou le Métadrak. Le Métadrak, je vais revenir dessus rapidement. Son plus grand défaut, c'est le fait qu'il ait le vol, et qui coûte quand même, là aussi, 200 points. On est sur une figurine d'endurance 9, de sauvegarde à 3, invulnérable à 5, 12 points de vie, qui a en mêlée 6 attaques de force 7, PA-1, dégâts 2, donc qui est bonne contre les unités qui fly, puisqu'on a un anti-fly de plus, et on a la Devastating Wounds. Bon, c'est assez compliqué à justifier, on a le Baleflamer qui fait D6 plus 3 tirs en touche automatique, force 6, PA-1, dégâts 2, ou la Death Autocannon qui peut faire jusqu'à 6 tirs de force 8, PA-1, dégâts 2, Rapid Fire 4, donc à chaque 6 on fera
beaucoup plus de tirs que prévu. Bon, maintenant, le problème de cette figurine-là, en soi, elle n'est pas mauvaise dans sa datasheet, même si, bon, son bonus d'unité est assez basique, hein, elle va juste avoir un +1 pour toucher sur les unités qui ont le vol. Bon, c'est une unité qui est compliquée à justifier, parce que déjà, 200 points pour un volant, les volants, c'est très difficile à utiliser, que ce soit pour faire les missions, mais aussi très difficile à déployer, très difficile à déplacer, l'adversaire peut vachement se prémunir de vos mouvements, parce qu'il y a un énorme socle, une énorme projection, une projection minimum, c'est assez compliqué à justifier, c'est pour ça qu'on va passer très rapidement là-dessus. Pour terminer sur ce tiers, on a le Defiler, bon, qui a une save de 3+, une invulnérable à 5 là aussi, une endurance de 5, 14 points de vie, un choix d'armes de tir assez vaste, hein, puisqu'on a vraiment beaucoup de choses, que ce soit du bolter lourd, de l'autocanon, ou encore du lance-flamme lourd, ou du canon laser jumelé, etc. etc. En mêlée, on va avoir soit 6 attaques principales de force 16 PA-3 dégâts D6 +1 et 3 attaques en extra de force 12 PA-1 dégâts 2, ce qui n'est pas dégueulasse, sachant que cette unité-là, au moins, elle a cette particularité-là de pouvoir franchir les ruines de 4 pas de hauteur. Donc ça vous permet éventuellement de la déplacer un peu mieux. Le Defiler, pour rappel, c'était une figurine qui n'avait pas de socle avant, qui maintenant, de manière compétitive, du moins en jeu égal, on va devoir lui rajouter un socle. Je l'ai affronté il n'y a pas longtemps, c'est une figurine qui va difficilement bouger, hein, sur le champ de bataille, parce qu'elle est vraiment énorme. C'est aussi pour ça qu'elle est dans ce tiers-là, surtout dans une armée World Eater qui a tendance à vachement pouvoir se projeter facilement. Là, c'est assez compliqué, c'est quand même 180 points, et je pense qu'on aura systématiquement envie de mettre autre chose dans sa liste plutôt que le Defiler. On enchaîne avec le tiers un tout petit peu plus haut qui commence à puer, composé de Land Raider, des 2 itérations du Predator, du Prince Démon ailé, du Scarbrand, ainsi que des Terminator. Donc le Land Raider, on est là sur une figurine qui a encore baissé en coût en points il n'y a pas longtemps, puisqu'il est passé à 220 points. C'est donc une figurine que vous pouvez équiper d'un bolter lourd jumelé ainsi que 2 canons laser jumelés. En soi, une puissance de feu qui est quand même pas dégueulasse, sachant que le World Eater c'est une armée de corps à corps et qu'elle n'a pas 26 milliards de sources de tir. Le fait est, c'est que le Land Raider, hormis dans un détachement qui est vraiment orienté sur les véhicules et sur les transports, donc je pense qu'il est difficile à sortir pour son coût en points, mais aussi pour sa taille, là aussi, assez difficile à déployer, à déplacer sur le champ de bataille, ça va pas être évident. Il n'est pas mauvais en soi, et s'il est dans ce tir-là, c'est principalement que le fait qu'il souffre en fait d'être comparé à plein d'autres unités du codex qui sont bien meilleures que lui, et surtout moins chères. Ensuite, les 2 versions de Predator, alors en soi, ce sont plutôt des bonnes unités de tir, puisque bon, pour un mouvement de 10, une endurance de 10, 11 points de vie, une sauvegarde à 3, on a des chars qui peuvent être équipés, donc soit dans la version Predator Destructor, on va pouvoir leur mettre le Las Cannon ou le Predator Autocannon, qui sont en soi de bonnes armes, hein. Le Las Cannon fait des tirs à force 12 PA-3 dégâts D6 +1, et l'autocanon va faire 4 tirs, force 9, PA-1, dégâts 3, rapid fire 6, qui peut multiplier vraiment votre nombre de tirs si vous faites des beaux 6. Mais là aussi, ça souffre d'une comparaison claire et nette, hein, c'est que même si on a besoin d'unités de tir dans ce codex, on en a des bien meilleurs. Là, on est à 145 points le char. Là où je les situe aussi dans cette tier list, c'est aussi par le fait que ce sont des très vieux chars qui, selon moi, mériteraient une petite refonte, hein, et j'ai un peu du mal avec les anciens véhicules, je vous le cache pas, mais je pense qu'on est pas loin de la vérité sur ce qui est de leur utilité dans cette armée-là. On aura systématiquement quelque chose de mieux à sortir. L'Annihilator coûte lui aussi 145 points. En termes d'armes de tir, lui, la différence, c'est qu'il peut avoir donc le Predator Twin Las Cannon à la place de l'autocanon, ce qui fait qu'il va faire beaucoup plus de tirs de canon laser, puisque là, on est sur de la force 14, PA-3, dégâts D6, plus les Las Cannon que l'on peut mettre sur le côté, à force 12, PA-3, dégâts D6 +1. En soi, c'est le parfait char anti-char. Maintenant, là aussi, il souffre de la cruelle comparaison avec plein d'autres unités du codex, et je vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet. Ça fait du temps de vidéo en plus pour rien, et vous avez en bref mon avis sur ce char. Pour parler très brièvement des Terminator World Eaters, écoutez, c'est assez compliqué là aussi, hein. Si vous avez déjà regardé ma vidéo sur la tier list, alors je ne sais pas laquelle sortira en premier, mais la tier list sur les
sur les Emperor Children, bah, le classement des Terminators est un petit peu le même. Bon, là, la seule différence, c'est qu'on peut tout de même les jouer par 10, donc allant de 175 points les 5 jusqu'à 350 les 10. On a le même boost que sur l'armée Emperor Children, c'est-à-dire que lorsqu'on va tirer sur la même cible avec leurs armes de tir, on va pouvoir derrière relancer la charge de cette unité-là. Encore une fois, hein, si on tire sur une cible sur laquelle on va charger, si on détruit des modèles, votre adversaire va pouvoir éventuellement en enlever, ça va rallonger éventuellement votre charge, c'est pas le meilleur des bonus. Bon, maintenant, c'est des unités qu'il a aussi, hein, bien équipées, donc que ce soit avec les Hacker's Weapon, les Power Fist et les Chain Fist, on va se retrouver avec des armes qui font des attaques entre PA-2, PA-3, allant de dégâts 1 jusqu'à dégâts 2, ce qui n'est absolument pas dégueulasse en soi. Maintenant, on est sur une unité qui est très chère, et je vais pas m'épancher là aussi, m'étendre là-dessus sur les Terminators. Je trouve que c'est des figurines qui ont été un peu oubliées sur cette version du jeu, à part dans certaines armées comme le Space Wolves ou éventuellement le Dark Angel. C'est assez compliqué de sortir du Terminator à l'heure actuelle, de par leur coût en points. Eux sont peut-être avantagés par le fait d'avoir un meilleur mouvement que certains autres Terminators, puisqu'ils ont un mouvement de 7. Après, ils ont une save à 2, une invulnérable à 4 et 3 points de vie, ce qui fait que, mine de rien, on est sur des unités qui sont quand même un petit peu résilientes. Maintenant, beaucoup d'armées sont clairement équipées pour détruire de l'élite. Et au final, même si on a une résilience qui est un peu meilleure que sur certaines autres unités, on a énormément de mécaniques dans le codex qui font qu'on pourrait rendre plus tanky d'autres unités qui le sont moins à la base. Du coup, les Terminators sont beaucoup moins justifiables dans une liste. Maintenant, s'ils baissaient en coût en points, ça m'étonnerait pas d'en voir en World Eaters, ça serait vraiment pas dégueulasse, parce que 10 figurines, c'est quand même 30 points de vie, d'endurance 5 à 2 de sauvegarde, plus une invulnérable à 4, c'est pas dégueulasse. Maintenant, c'est quand même 350 points les 10, et à 350 points, bah, on peut presque sortir 20 berserk qui vont être bien meilleurs. Pour ce qui est du prince démon avec des ailes, je le mets dans ce tir-là parce que son copain à pied est bien meilleur. D'ailleurs, c'est plutôt cool, je trouve, parce que on a la même chose à l'inverse dans le codex Emperor Children. On va avoir beaucoup plus d'attirance vers le prince démon ailé que celui à pied. Et là, c'est l'inverse sur le codex World Eaters. Il est pas mauvais en soi, il bouge de 14, il a une endurance de 9, il a 10 points de vie, une save à 2, une invulnérable à 4. Bon, il tartine, hein, comme tous les princes démons, 8 ou 16 attaques, force 8 ou force 6, PA-2 ou PA-1, dégâts 3 ou dégâts 1, on peut le customiser avec les améliorations dans les bons détachements pour éventuellement augmenter ses dégâts, ce genre de choses. Maintenant, il souffre juste du fait d'être bien moins bon que son copain à pied, surtout dans une armée World Eaters. Il coûte 180 points, il a la possibilité, en survolant des unités, d'en sélectionner une, de jeter 6d6, et sur chaque 4+, on mettra une petite mortelle au passage. Pourquoi pas, au début de la phase de combat, toutes les unités qui sont à portée d'engagement de cette figurine-là vont faire un Battle Shock test en mettant -1 à leur test. C'est pas le meilleur boost du monde, même loin de là. Maintenant, ça peut changer une game à un moment crucial où on aurait besoin de rendre beaucoup moins létale une unité, ou beaucoup moins défensive parce qu'elle pourra plus faire de stratagème, enlever son objectif contrôle, ce genre de choses. Maintenant, c'est un bonus, un malus pour l'adversaire qui nécessite un jet de dés qui peut se rater. Donc pour moi, c'est pas l'unité la plus intéressante. C'est pour ça que je la mets dans ce tir-là, parce qu'en soi, quand on regarde sa datasheet à proprement parler, vraiment pur et dur, elle est pas dégueu. Et vous pouvez très bien utiliser ce mec-là tout seul, en petit missile. Il a pas besoin d'être à portée de quelque chose pour faire des bonus, ce genre de choses. Il n'y a pas d'aura. C'est un mec que vous pouvez utiliser complètement indépendamment du reste de votre armée. Maintenant, je trouve qu'il y a juste bien meilleur à sortir dans une armée World Eaters. On passe maintenant à Scarbrand, que j'ai beaucoup hésité à mettre sur le tiers du dessus. Maintenant, en fait, le fait de le mettre dans ce tiers-là, c'est uniquement dû au fait que il a les ailes toutes pétées, et du coup, ce garçon-là, il se déplace à pied. Il a un mouvement de 10, il a une endurance de 11 pour 20 points de vie, une save à 3, une invulnérable à 4, donc il est plutôt tanky, le garçon. Par contre, ce mec-là, il coûte tout de même 305 points. Il est bien évidemment éligible à déclarer une charge au tour où il a Advance. Bon, il y a beaucoup ça sur l'armée World Eaters de manière globale. Il a une aura qui est pas dégueulasse dans le sens où, si vous avez des unités, donc Légion du Sang, c'est-à-dire tous les démons autour de lui, à moins de 6 pas, on va pouvoir rajouter 1 à leurs caractéristiques d'attaque des armes de mêlée. Donc ça, c'est pas mauvais. En soi, il a aussi un petit lance-flamme qui fait 2d6 tirs de force 8, PA-1, dégâts 1, qui ignore les couverts, qui touche automatiquement puisque c'est un lance-flamme. Et en termes d'armes de mêlée, il va avoir 2 profils, puisqu'il va pouvoir soit taper à force 16, soit à force 8, pour 8 attaques ou 16 attaques, sur du 2+, en PA-4 ou PA-2, dégâts 6 ou dégâts 2. Bon, il tartine pas mal, ce garçon-là.
Je le mets principalement dans ce tier-là parce que bah, il est moins mobile qu'un, par exemple, un buveur de sang. Maintenant, c'est une figurine que vous pouvez très largement jouer dans une armée orientée autour des Légions du Sang, si vous jouez le détachement qui va avec. Je le trouve bien meilleur, ce détachement donc lié au démon du chaos, je le trouve bien meilleur que le copain qu'on a dans les Emperor Children, qui est vraiment, je trouve, en dessous. Là, je trouve qu'il y a quand même des choses à faire avec ce détachement-là. C'est d'ailleurs un de mes préférés, mine de rien, dans ce codex-là, et dans une prochaine vidéo, je vous proposerai une liste à base de démons qui est, je trouve, assez rigolote et qui peut faire de belles surprises. Maintenant, voilà, Skarbrand, gardez en tête qu'il tartine, hein. 8 attaques qui vont faire du dégât 6, APA-4, de force 16, c'est plutôt assez fiable, surtout quand on tape à 2+, donc c'est pas dégueulasse du tout. Maintenant, ce garçon-là, il déplace à pied, il traversera pas les murs parce qu'il est très gros, il est assez compliqué à justifier, je vais plutôt peut-être préférer son copain le buveur de sang qui lui va pouvoir voler et va un petit peu plus vite que lui. Là on est un petit peu embêté par ça, et surtout embêté par le fait que c'est un démon, que du coup il se justifie vraiment dans une armée, dans le détachement des démons. On commence à rentrer dans le tiers plutôt, je dirais, bon mais sans plus, ou du moins utilitaire ou sans plus, enfin bref, vous m'avez compris. On retrouve là-dedans les Forgefiend, enfin les Ferro Cerberus, et pas les Centaurus, bref, le Cerbère de corps à corps. On retrouve aussi Angron, le Primarque. On a aussi le Rhino, ainsi que les Molosses de cornes, le Buveur de sang, le Métabrutus, que j'aurais pu mettre au tiers du dessus, mais on va en parler juste après. On a ensuite les Sanguinaires, ainsi que les Goremongers. Donc c'est le tiers le plus fourni. Maintenant, certaines unités comme le Rhino et le Métabrutus pourraient très bien se retrouver sur le tiers du dessus. On va voir. Bon, on commence justement par le Rhino, donc bon, je vais pas vous refaire la datasheet, hein, il y en a dans toutes les armées des Rhinos, mouvement de 12, en du 9, bref, 10 points de vie, save à 3, bref. C'est pas pour ça qu'il est intéressant, le Rhino. Le Rhino, c'est un véhicule de transport. Il aurait pu bien évidemment se retrouver en tiers. Il est dans votre tiers S si vous jouez des Rhinos sur la table dans le bon détachement. Il est en tiers A si vous jouez des unités de Berserk par 10 que vous embarquez dedans. Moi, je le mets là parce que c'est mid, parce que ça n'est qu'un véhicule de transport, mais ça n'engage bien évidemment que moi. Je crois que ce garçon-là, il coûte comme tous les Rhinos 80 points, quelque chose comme ça. On est sur 85 points. Sa particularité, c'est que lorsqu'une unité ennemie va terminer un mouvement normal d'advance ou de fallback à moins de 9 pas, enfin de désengagement à moins de 9 pas de lui, on va pouvoir désembarquer les unités qu'il y a à l'intérieur. Et c'est une capacité qui est très 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 intéressante. J'adorerais que tous les Rhinos aient cette capacité-là. Ça n'est pas le cas, mais je la trouve très très cool. Maintenant, voilà, c'est un véhicule de transport, on va pas s'étendre dessus. Il sera très utile si vous voulez embarquer vos figurines, il le sera pas si vous ne le voulez pas. On va pas aller plus loin. On enchaîne avec le Hellbrut, donc le Métabrutus, bon bref, le Hellbrut, qui bouge de 9, qui a une endurance de 9, une save à 2, 8 points de vie. Bon, ce garçon-là, vous allez pouvoir le jouer soit avec du tir et du corps à corps, soit avec 2 armes de corps à corps, ce que je vous conseille de faire, puisque, en bonus spécial, on a la possibilité de rajouter 2 à son nombre d'attaques lorsqu'il est équipé de 2 armes de mêlée. Et ce garçon-là, il a une règle qui est très 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 rigolote, c'est peut-être aussi pour ça que certaines personnes, je pense, le mettraient peut-être dans le tiers du dessus, mais c'est pas évident à jouer. Parce que soit la phase de tir, soit la phase de combat, après que l'adversaire vous ait soit tiré dessus, soit tapé, vous allez pouvoir taper comme si c'était votre phase de combat ou tirer comme si c'était votre phase de tir. Le fait est, c'est que ce garçon-là, il a que 10 points de vie, 8 points de vie, et que si votre adversaire le cible, il est pas bête, il va faire en sorte qu'il meure, parce qu'en plus vous n'avez pas d'invulnérable, et s'il meurt, il ne s'activera pas, et du coup son bonus tombe un peu à l'eau. Maintenant, je l'aime beaucoup quand même dans sa version de corps à corps. Il peut avoir du Power Scourge, qui fait 10 attaques, donc 12 attaques si on le met par 2, en 3+, force 7, PA-1, dégâts 2, sinon il peut passer sur le gros anti-char, anti-élite, qui est le Hellbrut Fist, qui lui va faire 6 attaques de force 12, PA-2, dégâts 3. Donc 6 attaques, si on met double fist, on va avoir 8 attaques. Quoi, tu connais pas le double fist? Je sais plus de cette référence, ça m'est revenu d'un coup. On a de l'OC3, mine de rien. Ça reste un Dreadnought qui ne traverse pas les murs, qui va avoir tout de même du mal à se déplacer sur le champ de bataille. Il n'a qu'un mouvement de 9. Moi, j'aurais préféré qu'on lui rajoute peut-être un petit pas à son mouvement. Il est joué dans beaucoup de listes, World Eaters. Maintenant, je trouve qu'il n'est pas évident à jouer. Il va falloir soit l'amener au corps à corps, soit l'utiliser de loin au tir. L'amener au corps à corps, ça veut dire essayer de switcher entre les différents décors pour arriver vraiment là où on veut, parce que si on reste dans la pampa, notre adversaire va nous allumer. On sera content si on tombe contre une armée de corps à corps qui n'a pas de tir, parce qu'effectivement on va pouvoir s'exprimer un peu comme on veut avec cette figurine là, mais elle est vraiment table dépendante et armée dépendante en face. Je pense qu'on aura toujours un petit peu mieux à sortir, notamment tant qu'à faire le Ferro Cerberus de corps à corps, qui pour moi
tartine un peu plus et a tout de même d'autres mécaniques qui sont tout aussi intéressantes. Justement, on va en parler du Mollorfiend. Ce mec-là, il bouge de 12, donc c'est beaucoup mieux. Il a une endurance de 10, c'est beaucoup mieux. Il a 12 points de vie, c'est beaucoup mieux. Il a une save à 3 et surtout, il a une invulnérable à 5. Donc déjà, il est plus tanky que le copain et le brut. Au corps à corps, il va faire d'abord 8 attaques de force 14, PA-2, dégâts D6 plus 1, et 6 extra attaques de force 7, PA-1, dégâts 2. Il touche à 3. Il a 2 bonus qui sont très intéressants. Ils dépendent en plus des mêmes caractéristiques, dans le sens où lorsque vous allez cibler une unité ennemie qui est en dessous de sa force de base, vous allez non seulement avoir un +1 à la charge, mais vous allez avoir aussi un +1 à vos jets de touche pour pouvoir après les taper. Mais si l'unité que vous ciblez, que ça soit à la charge ou après au corps à corps, si elle est en dessous de sa demi-force, c'est là où il faudra activer certains petits tricks de jeu pour amoindrir l'unité avant de lui rentrer dedans, vous allez pouvoir ajouter +1 à ses jets de blessure et +2 à votre charge, ce qui va grandement améliorer votre capacité à charger ces unités-là. Le fait est, c'est que là où c'est un peu tricky, parce qu'au début je me suis dit waouh, cette unité-là c'est trop bien, on pourrait la jouer en frappe en profondeur, on arrive à 9 et on a +2 à la charge, si on cible la bonne unité, on est content et on charge et on est super content. Bon, le problème c'est que la phase de la fin de la phase de renfort, elle est à la phase de mouvement, c'est-à-dire qu'après vous allez avoir votre phase de tir, donc vous allez essayer d'amoindrir l'unité avec du tir, ce qui fait que s'il perd des figurines, il va les enlever, donc rallonger votre charge, et vous n'êtes pas sûr d'arriver à entamer suffisamment l'unité pour avoir votre +2 de bonus à la charge. Bon bref, ce mec-là, il faut le jouer sur le champ de bataille, c'est une mauvaise idée que de vouloir l'essayer en fait, parce que les mécanismes qu'il va falloir mettre autour pour pouvoir bénéficier de tous ces bonus-là sont assez compliqués. Il coûte 150 points, moi je le trouve très sympa, il a aussi son Mania Cutter, là, Magma Cutter, qui à 6 pas fait du Melta 2, donc à 3 pas. Force 9, PA-4, dégâts D6 sur du 4+, et Rapid Fire 1 pour 2 tirs. C'est des tirs qui sont, on va dire, complémentaires. Supplémentaires, c'est un peu anecdotique, c'est que 2 tirs, on a très vite fait de les rater. Maintenant, si on les réussit, on va pouvoir vachement entamer l'unité qu'on a en face. En plus, si on est à 3 pouces d'aile, qu'on s'est suffisamment rapproché, on va faire du Melta 2. Derrière, on va pouvoir charger et terminer cette unité-là. J'aime beaucoup cette figurine. J'aurais tendance à la préférer au Méta Brutus. Maintenant, je vois dans beaucoup de listes qu'on joue plus de Méta Brutus que de ça. Peut-être parce que je préfère cette fiabilité au niveau de sa résilience, parce que mine de rien, une invulnérable à 5, ça change tout. Il a un peu plus de points de vie, il a un meilleur mouvement, il a certes une plus grosse empreinte au sol, mais tant qu'à faire, on est un peu dans le même mode de jeu, puisque c'est une figurine qui ne traverse pas les murs, qui est assez difficile à déplacer. Donc tant qu'à faire, je vais préférer quelque chose qui se déplace plus vite, qui a une meilleure résilience, plutôt que le Méta Brutus, qui peut s'avérer plus intéressant en termes de mécanique, mais plus difficile à jouer, surtout lorsqu'on fait des erreurs de move ou qu'on n'est pas un super bon joueur. Je vais systématiquement préférer celui-là au Dreadnought. On enchaîne avec les Goremongers, et je crois que c'est les Munificents. En français, c'est vraiment moche. Moi, j'aime bien les Goremongers. C'est une unité qui est très très bonne et que j'aurais pu largement mettre dans le tiers au-dessus si elle coûtait pas aussi cher. Dès le début, quand j'ai vu cette unité sortir, j'ai fait trop bien, on a enfin de l'infiltration en World Eaters, tout le monde va en jouer, que nenni. Ça coûte quand même 85 points, c'est des mecs qu'on joue par 10. C'est globalement des jacals qui sont en infiltration, qui ont aussi un mouvement réactif de D6 pas, ce qui me gêne un petit peu. Pour leur coup en point, j'aurais préféré un move réactif de 6, je pense pas que ça les aurait rendus complètement fumés non plus. Ils ont quelques armes de corps à corps qui sont très anecdotiques, mais si on a le mot-clé lance, on est que de la force 3, on est que PA 0, que dégâts 1, c'est pas incroyable. C'est des figurines qui ont une endurance de 4, un seul point de vie, une save de t-shirt à 6, même pas d'invulnérable, ça va sauter au moindre tir de bolter, au moindre petit truc. C'est pour ça, je pense qu'elle est très compliquée à sortir. C'est pas une bonne unité, c'est dommage parce qu'elle a des bonnes caractéristiques, on va dire des bonnes règles, puisque le fait d'être infiltration, c'est une très bonne règle. Le fait de pouvoir faire un move réactif, c'est pas mal. D6, c'est peut-être un peu dommage, sachant que c'est une unité qui est vraiment très très faiblarde. Ça aurait été bien d'avoir un 6 flat et de pouvoir éventuellement les remettre derrière un mur quand quelqu'un s'en approche. C'est pas ça qui les sauverait complètement, ça pourrait juste les préserver un petit peu plus. Et je trouve que pour 85 points, ça serait pas déconnant de leur mettre cette capacité-là, ou alors de baisser vraiment drastiquement leur coût en points, au moins du 80, voire 75 points. Parce que pour moi ça vaut vraiment pas plus. On passe maintenant à la partie démons du codex. On va passer brièvement sur quelques unités démons du codex. On a les Molosses de Khorne que je trouve très très bon, dans le sens où c'est une unité qui a quand même une endurance de 4, 2 points de vie par bonhomme, qu'on peut jouer de 5 à 10 avec une invulnérable à 5. Ces mecs là vont coûter 75 points par 5, 150 points par 10. Généralement, vous allez les jouer par 5, je vais vous dire pourquoi. Pour la simple et bonne raison que cette unité-là a une capacité qui est très intéressante, puisque à la fin
du tour adverse, vous avez la possibilité de les renvoyer en renfort stratégique si elles sont pas engagées au corps à corps. Et j'ai envie de dire que même dans une armée World Eaters de base, sans pour autant jouer le détachement démon, vous pourriez les jouer par 5, parce que c'est une unité qui va pouvoir être une unité utilitaire, hein, qui va vous faire pourquoi pas des points de victoire. Ça a tout de même une invulnérable à 5, ça fait du décitir de lance-flamme, quand même, à 12 pas, qui ignore les couverts, de force 4, pas de PA. Basiquement, vous avez un quart de table à faire, vous tombez à 9 d'une unité ennemie, parce qu'en plus vous avez la frappe en profondeur, vous n'êtes pas obligé de revenir par les bords de table. Vous tombez à 9 d'une unité fond de cours de votre adversaire qui est un peu armurée. Sur un malentendu, vous arrivez à la détruire. Si vous avez les quarts de table à faire, vous faites les quarts de table en même temps. C'est pas déconnant du tout, hein. 3 attaques aussi au corps à corps, de force 5, PA-1, dégâts 1. Ça peut vraiment terminer le travail, je trouve. Maintenant, dans le détachement démon, ils sont aussi très intéressants, puisqu'ils bénéficient de tous les bonus liés au détachement. Mais je les mets que dans ce tiers-là, pour la simple et bonne raison que lorsqu'on les joue dans le détachement qui va bien, donc le détachement des démons, on a de base un stratagème qui nous permet de faire ça sur n'importe quelle unité du dex. Donc on n'est pas obligé d'avoir des molosses pour pouvoir repartir dans les ombres, enfin dans les airs en tout cas, ou en renfort, à la fin du tour adverse. Mais c'est une unité utilitaire que je trouve tout de même très très bonne. Je pense que par 5 modèles, ça se joue complètement. Aujourd'hui, les listes World Eaters sont très monomaniaques parce qu'il y a des choses qui sont très très fortes et difficiles de mettre autre chose à la place tellement c'est efficace. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir, de jouer peut-être à un niveau plus casu ou juste plus cool avec vos potes, avec les figurines que vous avez envie de mettre sur la table, ça sera vraiment pas déconnant de les jouer. On enchaîne avec les sanguinaires, donc l'unité de ligne côté démon de corne. C'est une unité qui bouge de 8, qui a une endurance de 4, qui a 1 point de vie pour une save de base à 7, mais une invulnérable de démon à 5. 2 attaques par bonhomme sur du 3+, de force 5, PA-2, dégâts 2, ce qui n'est pas dégueulasse du tout pour une unité qui ne coûte que 90 points. C'est plutôt pas mal. On regrettera la grande époque, enfin ou pas d'ailleurs, où on pouvait les jouer par 20 et où c'était complètement fumé. C'est peut-être mieux qu'on les joue comme ça aujourd'hui. C'est une unité utilitaire là aussi, je pense. C'est plus pour occuper l'espace ou éventuellement dans le bon détachement, vous avez une petite mécanique pour pouvoir faire pop une unité. Des petites mécaniques pour relever des figurines, pourquoi pas. Maintenant, le bonus qu'ils ont de base est assez anecdotique. On va pouvoir, au corps à corps, lorsqu'on est engagé avec une unité qui n'est pas monstre et véhicule, faire un Battle Shock test à l'unité ennemie. Et si elle est Battle Shock... lorsque l'unité ennemie va devoir se désengager, elle va devoir faire un Battle Shock test pour faire sa fuite désespérée. Et si elle est Battle Shockée, au moment de sa fuite désespérée, on va mettre un malus de 1. Donc ça veut dire que tous les 1 et les 2 feront perdre des figurines à votre adversaire. J'aurais préféré le fait de les bloquer au corps à corps éventuellement, d'empêcher en fait l'adversaire de pouvoir se désengager, ce qui est pas mal, ce qui peut vous faire en fait gagner du temps. Et là, j'aurais trouvé vraiment l'unité beaucoup plus forte. Maintenant, dans le détachement démons du chaos, elles sont pas mal. C'est 90 points que vous pouvez mettre sur des objectifs, fond de cours, qui vont très bien garder la map. Vous pouvez faire votre petit cordon qui va bien pour repousser les faibles, ce genre de choses. Faire pop une unité avec un stratagème à l'endroit que vous voulez. C'est pas dégueulasse du tout. Maintenant, je les mets pas plus haut parce que il y a toujours bien mieux à faire. Et on termine ce tiers par Angron, à mon grand désespoir, hein, parce que qu'est-ce que j'aime cette figurine. Un gros big up au passage au copain de Valhalla Painting qui m'a peint le mien. Je te promets, un jour je vais le montrer, c'est juste que je l'ai toujours pas fini et qu'il faut que je le termine. Mais c'est magnifique la peinture que tu m'as fait. Je mettrai sa chaîne en description, n'hésitez pas à y aller faire un tour, c'est un super bon peintre. Angron, il coûte encore 360 points. On paye énormément de points pour une figurine qui, mine de rien, est pas mal, hein, on va pas se le cacher. Ça bouge de 14, ça a une endurance de 11, une save à 2, une invulnérable à 4, 16 points de vie, un leadership de 5+, et un objectif contrôle de 6. Au corps à corps, on va faire soit 8 attaques sur du 2+, de force 14, PA-3, dégâts D6+2, soit 16 attaques sur du 2+, de force 7, PA-2, dégâts 2. On a le mot-clé Devastating Wounds, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on fera des blessures de 6, on va infliger directement les dégâts de l'arme. Donc le mec va tartiner, hein, il faut pas se le... ça c'est sûr et certain. Au début du Battle Round, on va pouvoir donc sélectionner un bonus parmi 3. Donc le premier, ça va être le fait de pouvoir, à chaque fois que l'on fait un jet donc de Blessings of Corn, au début du round, la règle d'armée, on va pouvoir relancer jusqu'à 6 dés. Sur les 8 qu'on rejette. Donc ça, c'est vraiment une très bonne capacité. Maintenant, vous verrez, j'ai rarement vu des mecs vraiment dégoûtés de leur jet de dés parce que 8 dés, on a vite fait de faire les doubles qui vont bien, etc. Mais c'est un bonus qui peut s'utiliser, pourquoi pas, au tour 1, parce qu'on va pas l'utiliser pour autre chose. Pourquoi pas. La deuxième, c'est une aura qui va vous permettre à chaque fois qu'une unité ennemie qui est à moins de 6 pas de ce modèle veut tenter une fuite désespérée, on va devoir lui faire un test de leadership. Et si il est raté,
l'unité va devoir rester engagée au corps à corps. Ça, c'est un très bon bonus qui permet donc de gagner du temps, d'empêcher une unité d'aller faire autre chose. C'est vraiment pas mal. Maintenant, il faut faire un jet de dés, hein, donc il y a encore la possibilité de le rater. Le dernier, par contre, c'est celui que je trouve le plus intéressant pour moi, c'est une aura. Lorsqu'une unité World Eaters est à moins de 6 pas de ce modèle, on peut ignorer tous les modificateurs, que ce soit au mouvement, à l'advance ou à la charge, ce qui est plutôt pas mal si votre adversaire vous inflige des malus au mouvement, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais surtout, si cette unité fait une attaque de mêlée, on peut ignorer tous les modificateurs à sa weapon skill, donc ça c'est très très bien, et donc tous les modificateurs à son jet de touche. Donc tous les -1 pour toucher qu'on pourrait vous infliger, ou tous les -1 qu'on pourrait vous infliger à leur capacité de corps à corps, ça ne marche. Donc ça, c'est très très bon pour lutter contre certaines armées assez résilientes qui vont jouer sur ces malus-là pour pouvoir s'en sortir. Là, vous êtes sûr au moins de pouvoir faucher les gens autour de vous. Maintenant, il ne faut pas se le cacher, ce mec-là, il se joue très 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 bien en petit missile solitaire que l'on va jouer vraiment complètement indépendamment du reste de l'armée World Eater. C'est un mec qui bouge quand même de 14, bon, qui ne passe pas les décors, hein, il ne faut pas pousser. Maintenant, il a aussi, et c'est ça à mon avis qu'on paye le plus cher, la possibilité de revivre. Au début de notre round de bataille, si lorsqu'on fait notre jet de Blessings of Khorne, si cette unité a été détruite, vous allez pouvoir utiliser un triple 6 pour pouvoir le faire revivre. Bon, le problème déjà, c'est qu'il faut faire un triple 6, donc c'est pas sûr du tout. Le mec revient que avec 8 points de vie, mais vous pouvez largement vous rater et passer toute la partie à avoir perdu en gros et ne pas pouvoir le faire revenir. Et je trouve qu'on paye excessivement cher cette figurine pour ce possible rip-up. Le souci, c'est qu'avant, je crois qu'il revenait automatiquement presque, ou sur un 2+, quelque chose comme ça, ce qui était peut-être trop fort. Peut-être que si on pouvait avoir un juste milieu, il en deviendrait peut-être plus intéressant. Je pense en soi que c'est une bonne figurine. En plus, c'est la figurine emblématique du codex. Je pense que Games Workshop n'a même pas besoin de faire des bonnes règles pour cette figurine pour en vendre. Le fait est, c'est que j'aimerais quand même qu'il soit un petit peu amélioré. Je le trouve encore un petit peu trop cher et que je trouve qu'on paye un petit peu trop cher toute sa datasheet, alors que concrètement, à l'heure actuelle, on ne le joue principalement que en figurine solo pour aller tartiner et pour éventuellement croiser les doigts pour pouvoir revivre. Les bonus qu'il a, que ce soit les auras, etc., sont un peu anecdotiques, enfin, sont pas vraiment ultra forts. Donc j'ai un peu du mal à le mettre plus haut, même si j'aurais vraiment aimé le mettre au moins dans le tiers du dessus. C'est compliqué pour Angron, mais je suis sûr qu'un de ces quatre, il redeviendra très très fort. Mais je regrette presque le moment où il était pété. J'ai failli oublier le buveur de sang. Buveur de sang, figurine magnifique. La première que j'ai peinte pour mon armée World Eaters. On est sur un mouvement de 12, une endurance de 11, une save à 3, 18 points de vie, un leadership à 6, 5 d'objectif contrôle, une invulnérable à 4. Bon, ce mec-là, je le préfère à Skarbrand, pour la simple et bonne raison qu'il vole et qu'il va un peu plus vite que son copain. Il a la possibilité de faire un tir sur du 2+, de force 16, PA-3, dégâts D6 plus 1, Devastating Wounds, ou encore des 6 tirs de touche automatique, ignore les couverts, de force 5, PA-1, dégâts 1, donc du lance-flamme, ou encore 9 attaques sur du 2+, de force 8, PA-1, dégâts 2, donc il a pas mal de possibilités d'armes de tir, mais c'est surtout, moi, pour ses capacités de corps à corps, je vais le préférer avec la grosse hache en termes de dégaine. Maintenant, c'est peut-être mieux. Les deux se valent, on a soit une arme qui va à deux profils, 8 attaques ou 16 attaques, de force 14 ou force 8, PA-4 ou PA-2, pour D3 dégâts plus 1 ou 1 dégât, et la grosse hache de méga vénère qui va faire 7 attaques de force 16, PA-4, dégâts D6 plus 2, ou 14 attaques de force 10, PA-2, dégâts 2. Moi, je préfère largement ce profil-là. Ce mec-là, il a la possibilité, lorsqu'il est à portée d'une unité, donc Blood Legion, donc une unité de démons du chaos, de démons de Khorne, de pouvoir leur faire rajouter plus 1 à leur jet de touche. Et quand on met les mécaniques ensemble, bon, aussi au début de la phase de combat, on va sélectionner une unité ennemie qui est à portée, donc de portée d'engagement de cette unité-là, et sur chaque 4+, on va jeter 8 dés sur chaque 4+, ça fera une blessure mortelle, ce qui est vraiment pas mal. C'est pour ça que je le trouve aussi très très bon. Pourquoi ? Parce que ça vous donne une source de blessure mortelle en plus. Comme il n'a pas de mot-clé Devastating Wound sur son arme de mêlée, ça vous permet d'avoir cette petite source de blessure mortelle, même si on regrettera le fait que ça soit à la fin de la phase de combat et non pas. Moi, j'aurais bien aimé que ça soit du dégât d'impact et que ça soit à la phase de charge, donc avant la phase de combat, ce qui peut passer outre le fait des fight first et ce genre de choses. Bon, c'est pas un personnage nommé, ça veut dire qu'on peut lui améliorer ses armes de par des optimisations qui donneraient le plus 1 aux dégâts ou éventuellement d'autres choses. Dans le détachement du chaos, on pourrait éventuellement, il me semble, dans le détachement des démons, lui donner, il me semble, le mot-clé
pas infiltration, mais le mot-clé scout ou quelque chose comme ça, ou éventuellement lui donner un équipement qui le fait repartir en faible. Enfin bref, ça, on regardera ça dans la prochaine vidéo sur les World Eaters. Je vais vraiment vous parler de liste et avec les petites combos qui vont bien. À vous de tester. Moi, je le trouve quand même très sympa et surtout dans le détachement des démons, il est clairement jouable. On arrive sur les 2 derniers tiers les plus stylés de ce codex-là. On va passer au tiers ce qui est bien, mais pas top, même si c'est quand même top, hein. On va retrouver dans ce tiers-là les Jackals, ainsi que les Auxiliés, Octoliers, Octoliers exaltés, le Maître de la Possession, les Blood Crushers, donc qui sont les sanguinaires qui chevauchent des Juggernauts, et le Lord Invocatus, c'est-à-dire le personnage nommé qui chevauche un Juggernaut. Au passage, rappelez-vous que si vous voulez vous procurer ces figurines-là, vous pouvez passer par My Hobby Place, c'est le partenaire principal de la chaîne, qui me permet de continuer à faire des vidéos aujourd'hui, notamment si à la fin de votre panier, vous créditez la Wargame Room. Ça vous coûte pas plus cher, moi ça me permet de récupérer un peu de sous pour continuer à produire de la vidéo, et en plus de ça, c'est une boutique française qui propose moins 20% sur la gamme de figurines Games Workshop. Je vais commencer par les Blood Crushers, parce que je trouve que lorsqu'on joue un détachement démon du chaos, c'est peut-être l'unité que je trouve la plus sympa à sortir. On est sur 110 points les 3, 220 les 6, c'est des figurines qui ont une endurance de 7, 4 points de vie par bonhomme, une invulnérable à 5, une save de base à 3+, et un mouvement de 10. Avec la petite amélioration, on peut même carrément y mettre un Lord sur Juggernaut dessus, c'est trop cool à faire, mais ça vous verrez dans la prochaine vidéo où on parle des listes. On va avoir 2 attaques du pilote, qui va faire de force 5, PA-2, dégâts 2, c'est les épées des sanguinaires, et on va avoir les extra attaques de la monture, qui elle va faire 4 attaques sur du 4+, de force 6, PA-1, dégâts 1, mais c'est pas pour ça que je les trouve vraiment intéressants. Moi je les trouve vraiment géniaux pour leur capacité qui fait qu'à chaque fois qu'ils vont faire un mouvement de charge, et lorsqu'ils terminent avec une unité à portée d'engagement, on va sélectionner cette unité-là, et on va jeter des D6, et on va jeter des D6 pour chaque unité chaque figurine de cette unité. Et pour chaque 4+, ça sera des 3 blessures mortelles infligées à l'unité en face. Je trouve ce bonus excessivement fort. On regrettera le fait que ça soit du démon, et c'est peut-être pour ça qu'on n'en voit pas dans les listes à l'heure actuelle. Maintenant, dans une armée démon de cornes, cette unité-là, elle est trop forte, j'aimerais trop la jouer, je trouve ça en plus trop joli, enfin, moi j'adore. On peut leur ajouter un instrument du chaos qui leur donne la possibilité d'ajouter 1 à leur jet de charge, ce qui est pas déconnant du tout, hein. Admettons on arrive des FEP, une charge à 8, c'est pas dégueulasse, le petit CP pour pouvoir la reroll au cas où. Vous allez vraiment faire beaucoup de dégâts avec cette unité-là. On se rend pas compte, mais D3 à chaque fois, c'est vraiment fort. Moi, je trouve ça vraiment très fort. Et au début, quand le codex est sorti, on en parlait avec des potes qui sont beaucoup plus compétiteurs que moi. Et un de mes potes m'avait dit « Mais mec, cette combo-là, elle va être trop cool ». Bon, au final, il en est revenu, parce que c'est celui que vous voyez dans la team avec 2 joueurs avec laquelle je joue. Il a mis des 20-0 à tout le monde sur notre dernier tournoi en jouant une liste Berserk de cornes. Pourquoi cette unité-là n'est pas jouée? Tout simplement parce qu'il y a meilleur, mais moi je la trouve vraiment très bonne, très intéressante, et elle est vraiment à considérer. On passe au Jackal. Bon, c'est l'unité utilitaire, on va pas s'étendre trop sur cette unité-là. Figurines qui bougent de 7, qui ont un objectif contrôle de 1, save à 6, sauvegarde à 4. C'est pas pour ça qu'on les joue parce qu'ils coûtent pas cher, hein. On est sur 65 points les 10 modèles, 140 les 20. On les jouera très certainement souvent par 10, sauf si vraiment on a envie de jouer le détachement et tourner autour des cultistes, enfin de ce genre de cultistes. On les jouera systématiquement par 10. Je pense qu'on peut largement mettre un pack dans chacune de nos armées pour la simple et bonne raison que c'est une unité qui va sticker les objectifs. Pour rappel, c'est une règle qui, permet que lorsque vous contrôlez un objectif avec cette unité-là, si vous partez de cet objectif, l'objectif reste sous votre contrôle. C'est très sympa, c'est un très bon gardien de votre côté du champ de bataille. Vous le mettez fond de cours, vous interdisez les FEP à 9 en faisant le petit cordon qui va bien. C'est une unité utilitaire, on va pas aller plus loin sur cette unité-là, mais elle est classée là parce qu'en fait, c'est beaucoup trop utile pour pouvoir s'en passer, je trouve. On enchaîne avec le Lord Invocatus, qui souffre simplement de la comparaison avec son copain, donc le Lord monté sur Juggernaut, qui est en tout point, en quasi tout point meilleur, de recevoir une amélioration parce que c'est pas un personnage nommé. Il a une meilleure capacité de base, enfin de caractéristiques de base, vous allez voir au niveau de sa règle spéciale, l'autre est bien meilleur. Ce mec-là coûte 110 points. Il peut tout de même accompagner une escouade d'exaltés auxiliés, octoliers, ou une escouade d'octoliers, ou éventuellement des berserks de cornes. Ce mec-là, il a un mouvement de scout de 6. Lorsqu'il lead une unité, on peut donc avoir la capacité de faire une frappe en profondeur avec cette unité-là, et il a surtout la capacité, lorsqu'il est accompagné donc d'une unité, de pouvoir leur faire traverser les murs. Ça c'est très cool, parce que ça aurait été vraiment con d'avoir ce mec-là dans un pack de berserkers, et juste à cause de lui de ne pas pouvoir traverser les murs. On salue le geste. Et on a aussi cette capacité lorsqu'on arrive d'une charge au corps à corps, donc avant la phase de combat, ce qui est assez intéressant, de mine de rien pouvoir sur un 2 à 3 faire
une blessure mortelle, de 4 à 5 faire D3 blessures mortelles, ou sur un 6 en faire D3 plus 3. Ça permet une petite source de blessures mortelles sur laquelle on ne crachera pas. C'est un mec qui bouge de 10, qui a une endurance de 6, une save à 3+, 8 points de vie pour une invulnérable à 4, donc il n'est pas si facile que ça à tomber. Arme de tir, il a un bol pistol, on s'en tape un peu. Il va avoir, lui, une épée qui lui permet... une épée, non? Une épée? Non, une hache, tant pour moi. Bien évidemment, c'est corne, c'est une hache. Qui lui permet de faire 7 attaques sur du 2+, de force 6, PA-2, dégâts 2, en Devastating Wounds. Donc, ça permet d'infliger les dégâts de l'arme directement lorsqu'on fait un 6 à la blessure. Et il a les extra attaques donc, de sa monture, qui est bien meilleure que les autres montures, hein, puisque là, on est sur du 3+, pour toucher 4 attaques de force 6, PA-1, dégâts 2, avec le mot-clé lance, ce qui va vous permettre de blesser un petit peu plus facilement. Je vais pas trop m'étendre sur ce garçon-là. En soi, il est plutôt pas mal, mais je le mets sur ce tir-là parce qu'en fait, l'autre, dont on va parler dans le tir prochain, dans le tir suivant, bref, dans le tir d'après, est bien meilleur, vraiment en tout point. Mais cette figurine est vraiment pas mauvaise du tout. Bon, je sais, il y a très certainement un grand nombre d'entre vous qui diraient que le maître des exécutions est à mettre en tier S parce qu'il est joué dans quasiment toutes les listes, de par le fait que ce mec-là coûte 60 points et qui tartine hein, au corps à corps, 5 attaques de force 7, PA-2, dégâts 2, précision et Devastating Wounds. Vous allez voir que la précision est assez utile sur lui parce qu'il a des bonus qui ne vont marcher que sur les personnages. C'est plutôt pas mal d'avoir combiné ça avec le mot-clé précision, sinon ça aurait été un peu dommage. On peut le faire accompagner des berserk et d'autres unités, il me semble. Non, uniquement des berserk, mais c'est là-dedans qu'on a envie de le jouer de toute façon. J'aurais pu le mettre sur le tiers du dessus, mais je vais vous dire pourquoi je le mets que là. On est sur un mec qui bouge de 8, qui a une endurance de 4, une save à 3. Il n'a pas d'invulnérable, ce que je trouve un petit peu dommage. Bon, maintenant, il coûte que 60 points, faut pas délirer. Et il n'a que 4 points de vie. Donc ce mec-là, votre adversaire a un peu de précision, ça va sauter direct. Et c'est pas pour ça qu'on le joue pour accompagner une escouade de berserk, parce que ce mec-là, lorsqu'il lead une unité, on peut relancer les jets d'advance pour cette unité-là. Et lorsqu'on va faire un Blood Surge Move, c'est-à-dire un mouvement réactif qui est la capacité de base des berserk, on va pouvoir relancer le D6. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de le fiabiliser ou de faire encore pire. Ça dépend de vous. Et sa très bonne capacité, c'est le fait de pouvoir, lorsqu'il cible un personnage, c'est de pouvoir relancer les jets de touche et les jets de blessure. C'est-à-dire que on va toucher et blesser assez fiablement. On dit fiablement? Bref, vous m'avez compris. Et lorsqu'on détruit une figurine personnage, on va pouvoir gagner un point de commandement. Ça, c'est pas mal, dans le sens où on n'a pas de totem pur et dur de gain de points de commandement dans cette armée, hormis avec certaines optimisations. Là, on a la possibilité d'en gagner un. Là où, du coup, c'est pour ça que je le mets dans ce tir-là, c'est parce que ce mec-là, on va le mettre dans une escouade de berserkers, et on va essayer de cibler une unité ennemie avec un personnage. C'est-à-dire qu'il va falloir arriver à l'atteindre. Et si votre adversaire capte un peu le truc, il va faire en sorte, là où vous avez ce personnage-là, de mettre des unités qui ne comportent pas de personnage. Maintenant, beaucoup d'armées jouent des personnages au sein des unités. Space Wolf, du Blood Angel, ce genre de choses. Évidemment, le Master of Execution, il va finir par taper sur un personnage. Mais mine de rien, c'est une mécanique qu'il faut mettre en place. Il faut pouvoir cibler un personnage pour vraiment aller au bout, utiliser vraiment l'ensemble des capacités de ce personnage-là. Et c'est pour ça que je le mets dans ce tir-là. On termine ce tir avec tout ce qui est donc unité Octolier exalté, ainsi que l'auxilier. On va commencer d'ailleurs par lui, c'est le personnage qui peut leader ces unités-là. C'est une figurine qui bouge de 10, qui a une endurance de 6, une sauvegarde à 3+, une invulnérable à 5, 6 points de vie. Il coûte que 85 points, pour quand même 6 attaques en mêlée qui font sur du 2+, de la force 10, PA-2, dégâts 2. Ce mec-là explose et inflige des blessures lorsqu'il explose, mais lorsqu'il lead une unité à la phase de commandement, il peut retourner une unité Octolier ou Octolier exalté à son unité. Des figurines qui coûtent assez cher, donc on est assez content de pouvoir en relever un. On le relève en plus avec tous ses points de vie, donc c'est plutôt cool. Mais en plus de ça, une fois par bataille, au début de la phase de combat, on va pouvoir utiliser cette capacité-là. Et jusqu'à la fin de la phase, on va ajouter 3 à ses attaques de mêlée. Et surtout, on va gagner le mot-clé Devastating Wounds. Et donc là, quand on commence à faire 9 attaques de force 10, PA-2, dégâts 2, qui font de la Deva Wound, ça rigole, mais alors pas du tout. On peut même le jouer, ce perso-là, on peut même le jouer tout seul. Genre, vous n'avez pas envie de jouer d'Octolier dans votre liste, ce qui peut arriver, hein, parce que les Octoliers, vous allez voir, ils sont dans ce tir-là parce qu'ils ont une capacité, une bonne létalité et tout, mais ils manquent de quelque chose. Mais ce mec-là, vous pouvez très bien le jouer indépendamment. Maintenant, vous jouez dans des packs d'Octolier ou d'Octolier exalté, j'aurais tendance à vouloir le jouer dans un pack de 6 parce que au moins, vous risquez moins de vous faire wiper complètement votre unité et comme ça, vous serez en mesure normalement, la plupart du temps, de pouvoir relever une figurine. Même si vous êtes vraiment en galère et que vous avez perdu 5 figurines, qu'il vous en reste une, grâce à lui, vous allez pouvoir en relever un. Il n'est absolument pas négligeable.
Maintenant, il se joue très très bien indépendamment, et il se joue pour le coup dans tous les détachements de manière assez fiable indépendamment. On passe aux octoliers, donc l'unité de base qui peut être accompagnée par le personnage dont je viens de vous parler, c'est des mecs qui bougent de 10, qui ont une endurance de 6, une save à 3, une invulnérable à 5, 3 points de vie chacun, un objectif contrôle de 1. Ces mecs-là font chacun 5 attaques sur du 3+, de force 8, PA-2, dégâts 2, ce qui n'est absolument pas dégueulasse. Ils ont un mouvement de scout de 6, donc ça va vous permettre de les bouger de 6 avant le début de la bataille, ce qui est plutôt pas mal comme bonus. Leur aura fait que c'est pour ça que je les aime un peu moins que leurs autres copains. C'est des mecs qui coûtent 135 points par 3 ou 270 points par 6. On pourra leur reprocher le fait qu'ils soient, même s'ils ont baissé un peu en points, encore trop cher, je pense, selon moi. Lorsqu'ils sont à portée d'une unité World Eater de 6, c'est là que je trouve que c'est vraiment dommage. Ils vont pouvoir activer une aura qui est pas mal, mais vous avez besoin systématiquement d'avoir une unité World Eaters à moins de 6 pas de eux pour pouvoir l'activer. Lorsque vous allez cibler une unité qui n'est pas un monstre ou un véhicule, vous allez pouvoir ajouter 1 à votre jet de touche. Donc vous toucherez sur du 2+, c'est très très fort. Plus de ça, si vous ciblez une unité ennemie, donc hormis monstre et véhicule, qui est en dessous de sa demi-force, là vous allez rajouter 1 à la blessure. C'est cette deuxième partie de la règle qui me gêne aussi, dans le sens où, honnêtement, si l'unité est en dessous de sa demi-force, généralement vous allez lui péter ce qui lui reste de points de vie. Le +1 à la blessure, alors fiabilise encore plus le fait de détruire cette unité-là, mais honnêtement, c'est limite si vous en avez besoin. Bon, hormis si vous tapez sur un pack de 10 Terminator et que là il en reste 4, il faut quand même encore taper ce qui reste. Parce qu'on est que sur du dégât 2, bon pourquoi pas. J'aurais vraiment préféré que cette aura ne soit pas une aura en fait, que ça soit une règle de base. Ça aurait été très bien comme ça, juste sans avoir besoin d'avoir une unité World Eaters à 6 pas. Ou alors, j'aurais préféré, dans le cas de rester comme ça en aura, c'est-à-dire à 6 pas autour d'une unité World Eaters, j'aurais préféré qu'on ait plus un touche et plus un blé, quoi qu'il arrive, contre ce qui n'est pas monstre et véhicule, ça aurait été, je trouve, beaucoup plus intéressant. Maintenant, c'est une très bonne unité, elle coûte un petit peu cher, mais elle se déplace quand même bien, puisque un mouvement de scout de 6 avant le début de la bataille, puis un mouvement de 10, c'est des figurines qui traversent les murs, c'est pas déconnant. Il y a une petite résilience, quand même, 3 points de vie, invulnérable à 6 et une save de base à 3. C'est vraiment pas dégueulasse du tout. Maintenant, je vais préférer leurs copains, les octoliers exaltés, dont on va parler maintenant. Et donc ces mecs-là, eux aussi bougent de 6 avec une endurance de 6, une save à 3, 3 points de vie, ça ne change pas. Ils ont toujours une invulnérable à 5. Ce qui va changer, bon déjà ils sont à 140 points les 3 et 280 points les 6. Ce qui va changer en fait, c'est leur arme de corps à corps et leur capacité spéciale. Puisque en corps à corps, ils vont avoir une Chain Blade qui va faire anti-monstre 3+, anti-véhicule 3+, donc vous ferez des blessures critiques sur des 3+, à chaque fois. C'est 4 attaques de force 8, PA-3, dégâts 2, et surtout, leur capacité spéciale fait que lorsqu'on cible une unité ennemie, donc par une attaque de mêlée, qui est monstre monstre ou véhicule, jusqu'à la fin de la phase, on va pouvoir augmenter les dommages de 1. Ce qui fait que lorsqu'on va taper sur des monstres et des véhicules, on va être beaucoup plus efficace puisqu'on passe à dégâts 3. Et là, généralement, je me les suis pris dans la tronche il n'y a pas longtemps, ça tartine. Un pack de 3 peut largement s'occuper d'un rhino, d'un véhicule de transport assez facilement. Un pack de 6 fera de très gros dégâts sur les véhicules un peu plus armurés. On regrettera le fait qu'ils ne puissent pas, bien évidemment, scout, eux. Par contre, bon, ils ont la capacité de Deep Strike, mais je les trouve plus intéressants que leurs copains. En plus, je trouve les figurines plus jolies. Alors elles ont fait débat, les figurines d'Octolier et les d'Octolier exaltés. Moi je les trouve plus jolies. Je suis pas ultra fan des visages, mais j'aime beaucoup le reste de la figurine. C'est une super bonne unité. Concrètement, je pense que si elle est peu jouée encore aujourd'hui, alors il faut voir, la méta peut encore changer parce que à l'heure où je tourne cette vidéo-là, la Data Slate est sortie depuis une quinzaine de jours, un peu plus peut-être. Donc il faut voir si le fait d'avoir amélioré leurs armes, parce que c'est meilleur qu'avant, et d'avoir baissé leur coût en points peut les sauver. Moi je trouve que c'est une très bonne unité. Maintenant, on va parler du tier S, qui fait que le tier S est ce qu'il est et que ces figurines-là sont dans le tiers du dessous. C'est que en fait tout ce que je vais vous montrer après est systématiquement meilleur ou moins cher, ou meilleur et moins cher. Et on arrive bientôt à la fin de cette vidéo avec le dernier tiers, puisqu'on est dans les unités très tendances, avec donc le Ferrocentaurus, énormément augmenté en points, mais qui est toujours un banger dans cette armée. On a besoin de tir quand même, et donc elle est très très bonne. Elle n'est pas jouée dans toutes les listes, mais elle est très très bonne, vous verrez. Les berserks de cornes, à mon grand regret, les rejetons du chaos, les rejetons de cornes, parce qu'ils sont très très moches, mais vous allez voir que cette unité-là, c'est peut-être l'unité de base qu'il faut jouer dans toutes les listes, en x3, c'est sûr. Vous avez ensuite le Lord sur Juggernaut, le personnage nommé Karn le Félon, et bien évidemment le Prince Démon à pied. On commence d'ailleurs par lui, le Prince Démon à pied, il coûte 200 points, c'est une figurine qui bouge de 10, qui a une endurance de 10, une save à 2, une invulnérable à 4.
10 points de vie, un leadership de 6+, et un objectif contrôle de 3. C'est un prince démon, il a le canon infernal, son arme de mêlée, donc Hellforged Weapon, qui va faire 8, 16 attaques en 2+, de force 8 ou force 6, PA-2 ou PA-1, dégâts 3 ou dégâts 1. Encore une fois, c'est un petit mec sur lequel on peut mettre des optimisations, ça n'est pas un personnage nommé, donc on peut améliorer sa capacité de létalité, hein, puisqu'on peut augmenter les damages, enfin on peut faire plein de trucs assez cool, dont on parlera dans une prochaine vidéo où je vous parlerai de liste. C'est dans ses capacités spéciales qu'il est vraiment au-dessus de son copain qui vole, et c'est pour ça que moi je le vois dans toutes les listes en un exemplaire. Je pense pas qu'on en jouera plus, mais en un exemplaire pour la simple et bonne raison qu'une fois par battle round, il peut sélectionner une unité World Eaters qui est à moins de 12 pas d'elle et réduire le coût d'un stratagème de 1 point de commandement. C'est ultra fort, c'est ultra obligatoire dans toutes vos listes parce que certains stratagèmes coûtent cher et qu'on va être content de pouvoir les utiliser pour moins 1 CP, voire de les utiliser pour 0 CP. Il est obligatoire juste pour ça, et éventuellement aussi le fait d'être lone opérative lorsqu'il est à 3 pas d'unité World Eaters Infanterie, ce qui fait qu'il est quand même plus difficile à attraper que le reste de votre armée, puisque tant qu'il est à 3 pas d'une unité World Eaters, vous ne pouvez pas le cibler si vous êtes à 12 pas ou moins ou plus de portée. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça va le rendre assez fiable pour se rapprocher de l'ennemi jusqu'à ce qu'il puisse lui taper dessus. Hein. Vous avez vu qu'en plus son profil est pas dégueulasse. Donc en plus d'être un bon buffer, une fois que vos unités de vent vont commencer à être soit amoindries, soit détruites, bah lui va pouvoir aller tartiner, et il va tartiner très très fort. Vous l'avez vu. En plus de ça, à chaque fois qu'il fait un mouvement de charge, ses armes de mêlée vont gagner le mot-clé Devastating Wounds. Ce qui fait que, encore une fois, sur un jet de blessure de 6, vous allez directement infliger les dégâts de l'arme à l'adversaire. Et si on est sur du dégât 3, voire du dégât 4 dans certains cas, on va pas aimer du tout. Pour moi, c'est un gros banger. Depuis tout à l'heure, vous n'avez pas l'image. Pour moi, c'est un gros banger. Pour moi, il est obligatoire dans toutes les listes World Eaters en un exemplaire. Je peux me tromper, mais en tout cas, moi, je le trouve très très bon. Ne serait-ce que pour cette capacité d'amoindrir le coût des points des stratagèmes de votre armée. C'est beaucoup trop fort pour être ignoré. On enchaîne avec le Féroce Cerberus, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent déjà, hein, parce qu'il a été en tout cas énormément joué. Il a augmenté en points maintenant, mais ça paraît complètement logique. Il est passé à 170 points, c'est complètement logique hein, pour ça. On est sur une figurine qui bouge de 10, qui a une endurance de 10, une save à 3, une invulnérable à 5, 12 points de vie. Un leadership de 6, un objectif contrôle de 3, mais c'est pas pour ça qu'on le joue. On le joue parce que ce mec-là, lorsqu'il tire sur l'unité éligible qui est à moins de 18 pas de lui, on va pouvoir relancer les jets de touche. Et alors, accrochez-vous, ce garçon-là va faire... On va évidemment le jouer en plasma et pas en canon Hades. Bon, le canon Hades est tout de même 6 tirs Rapid Fire 4 qui font donc 6 tirs sur du 4+, de force 8, PA-1, dégâts 2, c'est pas dégueulasse du tout. Et on va systématiquement préférer le tir d'ectoplasma. Pourquoi ? Parce que déjà il a Blast, il a Rapid Fire 1. Blast, pour rappel, tranche de 5 figurines, vous allez rajouter un tir, et vous faites des 3 tirs, de force 10, PA-3, dégâts 3. Et il me semble que ces armes-là, vous en avez au total 2, voire 3. Oui, vous pouvez bien remplacer le canon qu'il a dans la tronche et les canons qu'il a sur les techos par des ectoplasmas. Donc ça veut dire que vous allez faire par figurine 3D 3 tirs, Blast, Rapid Fire 1, de force 10, PA-3, dégâts 3. C'est excessivement fiable. C'est une figurine en plus qui peut se jouer complètement indépendamment du reste de votre armée. Elle n'a pas besoin d'être dans des auras pour avoir des boosts, ce genre de choses. C'est une unité que vous pouvez jouer en renfort stratégique qui arrive par un bord de table. Du coup, vous allez être généralement à moins de 18 pas de votre cible parce que vous allez vouloir jouer cette figurine moins de 18 pas de l'unité que vous voulez détruire, parce que 36 pas, vous n'aurez pas cette relance des touches, et on est sur une figurine qui, mine de rien, ne touche que sur un 4+, donc il va falloir fiabiliser ça, donc vous allez avoir envie de rapprocher cette unité-là. Elle bouge que de 10, elle traverse pas les murs, donc moi je l'aime beaucoup en renfort stratégique. Avant on la voyait en x3 dans chaque liste d'armée, peut-être que maintenant on ne la verra que par 2, voire beaucoup moins, voire plus du tout parce que ça coûte trop cher, mais encore une fois, cette tier list, elle est là pour vous parler de ce que je trouve fort. Maintenant, il faut remettre les choses dans le contexte à chaque fois avec la méta, avec les changements des coûts en points. Et bien évidemment, au bout d'un moment, si cette figurine est trop chère par rapport au reste, eh bien il faudra jouer d'autres choses. Mais moi, je la trouve vraiment très très bonne, sachant qu'en World Eaters, on n'a pas énormément, voire pas du tout de capacité de tir. Bon, on va enchaîner avec cette unité qui est de l'ordre du n'importe quoi, que ce soit visuellement ou dans sa datasheet, c'est n'importe quoi. N'achetez surtout pas ces figurines-là, faites des proxys s'il vous plaît les gars, elles sont horribles. Vraiment, les rejetons du chaos, va vraiment falloir que Games fasse quelque chose parce que c'est vraiment dégueulasse. Ça bouge de 10 à une endurance de 5, ça a une sauvegarde à 4+. Ça n'a pas d'invulnérable de démon, parce que c'est pas du démon, pour la simple et bonne raison. Hein. Un leadership à 7, un objectif contrôle de 1. Ça fait au corps à corps D6,
attaque plus 4 de force 5, PA-1, dégâts 2 sur du 4+, mais même sur du 4+, les gars, c'est à pas négliger, c'est des figurines que vous pouvez jouer par 2, donc pour 90 points. Et ce qui est vraiment n'importe quoi dans cette unité-là, c'est qu'on a la possibilité de faire un mouvement de scout de 8, donc de bouger de 8 avant le début de la bataille. Et en plus de ça, couplé à son mouvement de 10, on peut faire une advance et une charge. Rien que ça. Rajoutez à ça un petit insensible à la douleur à 5+, et des figurines, vous allez systématiquement devoir mettre plus de points pour la détruire qu'elles ne valent de points en elles-mêmes. On les voit en x3 exemplaires dans quasiment toutes les listes World Eater. C'est absolument dégueulasse, et ça n'a pas été nerfé, pas assez en tout cas. Je crois que ça a augmenté en points, mais à 90 points, ça reste beaucoup trop cool, beaucoup trop cool et beaucoup trop obligatoire à jouer dans toutes les listes. Donc ouais, je la mets en S tier parce qu'elle est trop forte et qu'elle doit être jouée. Mais les gars, je mets du sel sur cette unité-là parce que c'est n'importe quoi. On passe au profil de Karn le Félon. Alors, certains d'entre vous, je pense, auraient peut-être mis ce mec-là maintenant qu'il a augmenté, hein, parce que maintenant il coûte quand même 100 points. Il était beaucoup moins cher avant. Maintenant qu'il a augmenté, je pense que certaines personnes le mettraient peut-être dans le tiers en dessous et mettraient le maître des exécutions au-dessus. Mais ne serait-ce que pour le charisme, je le mets là aussi. Hein. C'est un mec qui bouge de 8, qui a une endurance de 4, qui a une save à 3+, qui a 5 points de vie, une invulnérable à 4. Il tape avec 8 attaques de force 7, PA-2, dégâts 3, pour du 2+. On le joue principalement parce que ce mec-là, lorsqu'il accompagne une unité, il va pouvoir leur faire relancer leur jet de touche de 1 et leur jet de blessure de 1 au corps à corps. Ce qui n'est absolument pas dégueulasse, sachant qu'il le fait même d'ailleurs pas qu'au corps à corps. Donc on pourrait relancer les tirs de pistolet bolter, de pistolet plasma, etc. La petite règle fluff, c'est que comme c'est Karn le Félon, à la fin de la phase de charge, si on n'arrive pas à porter d'une unité ennemie ou plus, on va devoir faire un test de battle shock, de leadership, et si on le rate, on va devoir détruire un de ses bodyguards. Donc en gros, le mec tue un de ses propres gars, c'est complètement fluff. Et pour terminer, ce mec-là, la première fois qu'il est tué, en de plus, il peut revenir au plus proche de là où il a été détruit, il revient avec 3 points de vie, ce qui est pas mal, parce que lorsqu'on se fait détruire entièrement son unité, et qu'il ne reste plus que lui, et qu'il meurt, il revient, on peut le mettre, si on n'était pas loin d'un mur ou quoi que ce soit, allez, on le remet peut-être derrière le mur, pourquoi pas, si on y arrive, si on le peut. Mais dans tous les cas, c'est un mec qui restera en place, et qui du coup va pouvoir éventuellement finir par faire une petite action sur le champ de bataille, tenir encore un objectif avant de remourir. Logiquement, il remeurt derrière, mais c'est à ne pas négliger. Il accompagnera très bien vos unités de berserker, jamais vous le jouerez tout seul. Il accompagne une escouade de berserk parce que la relance D1 à la touche et à la blessure, c'est très 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 fort. Donc c'est une très bonne unité, Karn le Félon, je plus sois complètement cette figurine. L'avant-dernière unité, c'est une de mes préférées, ne serait-ce qu'en termes de dégaine ou même de règles, elle est trop forte et pour moi il faut le jouer. Le Lord sur Juggernaut, il a une invulnérable à 4, un mouvement de 10, une endurance de 6, une save à 3, 7 points de vie, un leadership de 6, un objectif contrôle de 2. Bon, il a un pistolet à plasma, on s'en tamponne un peu. Il a au corps à corps les attaques de sa monture qui font des extra attaques, donc des attaques en plus. 4 attaques de force 6 sur du 3+, de PA-1, dégâts 2. Avec le mot-clé lance, donc avec un +1 à la blessure au tour où vous avez chargé, ce qui est plutôt pas mal. Et lui, il a la lame d'exalté, enfin l'épée tronçonneuse exaltée, qui va vous permettre de faire 7 attaques sur du 2+, de force 6, PA-1, dégâts dégâts 2. Il est ultra fort parce qu'il a 2 règles spéciales qui sont, pour moi, excessivement fortes. Vous le faites accompagner une escouade de berserk de cornes, qui ont un mouvement de base qui est moins bon que le sien. Et qu'est-ce qui se passe? Il gagne son mouvement. Donc c'est-à-dire que vous avez une escouade de berserk de cornes qui bouge de 10 et qui, en plus de ça, traverse les murs à n'importe quelle phase. C'est-à-dire pendant votre mouvement, pendant votre phase d'advance ou pendant votre phase de charge. Ça veut dire que vous allez où vous voulez, vous êtes planqué derrière un mur et vous impactez qui vous voulez derrière. C'est excessivement fort. En plus de ça, lorsque l'on va arriver au corps à corps et qu'on va devoir déterminer qui tape dans l'unité, vous allez pouvoir taper jusqu'à 3 pas de distance. Et ça, c'est excessivement fort quand vous attachez cette figurine-là à un pack de 20 berserk, parce que généralement, vous allez avoir beaucoup de mal à mettre les 20 berserk tout autour de l'unité et d'avoir tout le monde socle à socle avec l'unité, et au pire, socle à socle d'une de vos figurines qui est à portée de l'unité. Donc là, vous allez pouvoir taper sur 3, voire 4 rangées si vous les placez bien, et c'est plutôt pas mal. Sachant qu'en plus vous avez plein de stratagèmes et de capacités. On a une capacité de la règle d'armée de base. Si vous avez une consolidation de 6, vous allez pouvoir en plus vraiment bien placer vos unités de berserker, et vous êtes quasi sûr à chaque fois que vous tapez avec cette unité là de pouvoir taper avec l'ensemble de l'unité, et ça c'est excessivement fort. C'est pour ça que pour moi ce mec là il est obligatoire. Du moment qu'on joue des packs de 20 berserk, on va le jouer et on va le mettre dans une de nos unités, c'est sûr et certain selon moi. Et on termine bien évidemment par les berserk de cornes, les gars.
On peut les jouer de 10 à 20, 180 points ou 360 points. C'est des mecs qui bougent de 8, qui ont une endurance de 4, une sauvegarde à 3, 2 points de vie. C'est du Space Marine, ça c'est classique au niveau de ce profil-là. Hormis pour le mouvement qui est meilleur, bien évidemment, c'est une armée de corps à corps. Merci les Blood Angels. En termes d'armes de mêlée, on va avoir soit les Viscerator, que vous pouvez jouer jusqu'à 4 exemplaires si vous jouez un pack de 20, puisque vous pouvez en ajouter un, enfin en mettre un pour chaque fois que vous avez 5 modèles. Donc, si vous avez une unité de 20, vous allez pouvoir mettre 4 Viscerator, et après vous allez avoir de la Chainblade, donc de l'épée tronçonneuse classique, qui fait 4 attaques de force 4, PA-1, dégâts 1, et les Viscerator qui fait 3 attaques de force 8, PA-2, dégâts 2. On regrettera là aussi le fait de pouvoir toucher sur un 3+, alors qu'en Blood Angel, lorsqu'on tape avec un Eviscerator, et ben on touche à 4+. Allez comprendre pourquoi, voilà, hein, un petit peu de sel, ça fait pas de mal aussi. Le Surge Move, c'est leur capacité, c'est-à-dire que lorsqu'on va les cibler au tir, ils vont pouvoir faire un mouvement réactif qui est de D6 pas, plus 2. Donc quand on a déjà en plus un mouvement de 8 et qu'on s'est un peu approché au tour, bon généralement tour 1 vous impactez déjà quelque chose, hein. Mais si vous êtes dans une optique un peu défensive, que vous voulez jouer que par pack de 10, et que vous avez mis un peu une unité dans la pampa, vous faites tirer dessus, vous rebougez derrière, c'est pas déconnant du tout. Surtout qu'en plus ce truc là, on ne peut en faire qu'un seul par phase, avant c'était illimité. On pouvait le faire dès qu'on se faisait tirer dessus, ce qui était un peu pété, hein, il faut pas se le cacher. À savoir que lorsqu'on fait ce mouvement de surge, il faut se rapprocher de l'unité ennemie la plus proche, c'est normal, on est un berserker, on a envie d'aller taper le plus vite possible le premier truc qui bouge en face de nous. Bon, il faut compter que ces mecs-là, par 20, on fait quand même un sacré nombre d'attaques, hein. On est à 40, 80, si on a que de la Chainblade, on est à 80 attaques. Dans le bon détachement, en plus, on ajoute une attaque, donc on passerait à 100 attaques, c'est n'importe quoi. De force 4 qui passerait force 6 dans ce détachement-là, PA-1, dégâts 1. Et les Eviscerator, si on en met 4 dans l'unité, on va avoir un peu moins d'attaque d'épée, mais on aura jusqu'à quand même, avec le bon détachement et le bonus de plus une attaque, on aura quand même 16 attaques de force 10, du coup, puisqu'on aura aussi ce bonus de plus de la force, de PA-2, dégâts 2. Bon, ça découpe quasiment tout, même les gros trucs, ça les découpe tellement il y a d'attaques. C'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop joué, peut-être vraiment beaucoup trop. On a des armées débiles où on envoie 3 packs de 20, voire plus. Est-ce que ça va continuer parce que les points ont un petit peu changé récemment? Je pense que oui, hein, parce que, alors peut-être pas qu'on verra des fois 4 packs de 20, mais au moins 2 packs de 20, ça me paraît encore pas déconnant à l'heure actuelle. Accompagné des bons persos. Systématiquement, je vais en mettre un pack avec le Lord sur Juggernaut. Peut-être que le deuxième, on hésitera entre Karn le Félon et le Maître des Exécutions. Ou alors éventuellement faire un pack de 20 et 2 packs de 10 avec les 2 persos. À vous de voir. Bon, c'est une unité qui est beaucoup trop forte pour être ignorée, hein, et c'est très certainement en grande partie pour cette unité-là, et plus les rejetons du chaos et les règles de base de l'armée, que le codex World Eaters est vraiment encore très fort aujourd'hui. À voir ce que ça va devenir dans le temps, dans la méta, par rapport aux autres codex qui peuvent un peu remonter en ce moment, donc à voir, mais en tout cas, si vous jouez du World Eaters, vous allez vouloir jouer du Berserk de Khorne. Je pense que ça n'a aucun intérêt de ne pas en jouer au moins un pack de 20, si ce n'est 2 packs de 20. Ou alors, pourquoi pas, par pack de 10, hein, parce que ça fera quand même là aussi beaucoup d'attaques. Et ça sera un petit peu plus facile à placer, à déplacer sur le champ de bataille. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.